Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va continuer le cours d'atomistique par le chapitre 3 qui concerne la classification périodique des éléments. Donc je rappelle que la dernière fois, on a fait un petit peu, on a parlé du chapitre 1, les constituants de l'atome. Dans le chapitre 2 de l'atome de mécanique quantique, qui est composé en deux sous-chapitres, 2A et 2B. Et le chapitre 3, c'est la classification périodique des éléments. C'est ici, on va parler un petit peu de l'emplacement des différents atomes dans le tableau périodique. On va commencer par faire un historique un petit peu sur le tableau périodique avant d'aborder le tableau périodique moderne. Pardon. Donc, c'est en étudiant les analogies chimiques des éléments et en les rangeant suivant l'ordre de leur masse atomique croissante. Souvenez-vous, le premier tableau périodique qui a été fait par Mendeleïev. Il a rangé les atomes par ordre de masse atomique croissant. Ce qu'on va voir dans la suite dans le moderne, le tableau moderne, c'est les numéros atomiques. Maintenant, Mendeleïev, pour la première fois, il a rangé les atomes par masse atomique croissante. Donc, en 1869, il a fait apparaître la première classification périodique des éléments. Donc, il a rangé les éléments chimiques ayant des propriétés chimiques et physiques voisins dans des colonnes. Donc le tableau suivant, le slide suivant montre un petit peu le manuscrit du premier tableau périodique élaboré par Mendeleïev vers 1869. C'est écrit à la main. Dans la suite, nous montrons un petit peu le tableau plus clair qui a été publié en 1870 par Mendeleïev. Qu'est-ce qu'il montre ce tableau? Donc le rangement des différents éléments découverts jusqu'à l'époque par masse atomique croissante dans une colonne ou dans une ligne. Alors le génie de Monsieur Mendeleïev, c'est que il a laissé des places vides dans le tableau. Ce que vous voyez entouré en rouge, des places vides qui affirment que l'on va découvrir ces atomes, ces éléments manquants. Et par la suite, avec le progrès de la science, on a déterminé que ça, le 68, l'élément qui a une masse atomique 68, c'est le gallium. L'élément qui a une masse atomique de 45, c'est le scandium. Donc ça, c'est un petit peu les prédictions faites par Mendeleïev et les déterminations qui ont été réalisées par la suite vers 1875, 1869, 1886 et ainsi de suite. Et le germanium, il a prévu qu'il aura une masse atomique voisine de 70. Alors ça, c'est le premier tableau périodique élaboré par Mendeleïev qui se base sur la masse atomique croissante et par le fait que les éléments placés sur une même colonne, ils possèdent des propriétés qui sont comparables. Titane, vanadium, chrome, on va découvrir par la suite qu'ils font partie des méthodes de transition, première fois élaborées dans un groupe par M. Mendeleïev. Alors maintenant, on va passer au tableau périodique moderne. En effet, dans le tableau périodique moderne, chaque atome donné, il est caractérisé par son numéro atomique, c'est-à-dire le nombre d'électrons, Z. Et donc, qui dit nombre d'électrons Z, on va se baser sur quoi? Donc, le tableau périodique va se baser sur, premièrement, ce numéro atomique croissant et surtout sur la structure électronique ou bien la répartition des électrons autour du noyau. Donc, c'est à partir de la répartition des électrons autour du noyau qu'on va placer l'atome dans un groupe ou bien dans une période. Alors, le tableau moderne périodique comporte 7 lignes horizontales qu'on appelle les périodes et 18 colonnes appelées les groupes ou les familles. Donc, le tableau se présente comme ça. Donc, vous avez la première ligne, c'est la première période qui contient l'hydrogène, l'hélium. Deuxième période, lithium, beryllium jusqu'au néon. Troisième période, sodium, magnésium jusqu'au argon. Et ainsi de suite. Quatrième, jusqu'à 7 lignes, 7 périodes. Et 18 colonnes, la première colonne, la deuxième, la troisième. Donc,
on va les noter en rouge, première, deuxième, jusqu'à arriver à 18 colonnes. Donc ça, c'est un petit peu la présentation du tableau périodique moderne. Alors maintenant, dans la suite, on va essayer de voir comment on a classé ces éléments dans ce groupe et non pas dans ce groupe, pour quelles raisons, etc. Tout en se basant sur la structure électronique externe, ce qu'on a vu la dernière fois dans le cours précédent. Alors, si on commence par la première période, qu'est-ce qu'il comprend la première période? C'est l'hydrogène et l'hélium. Donc il n'y a pas, première période contient l'hydrogène et l'hélium. Si on écrit les structures électroniques, l'hydrogène c'est 1s1, l'hélium c'est 1s2. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui se remplit dans cette période? C'est l'orbital 1s ou la sous-couche 1s. Donc la première période, il correspond au remplissage de la sous-couche 1s, qui est la couche que vous connaissez par K de la couche n égale à 1. Vous voyez, jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. On voit qu'est-ce qui se remplit et on peut définir la période, quelle est la sous-couche qui se remplit. Deuxième période, pardon. Ça concerne les éléments lithium, beryllium, bore, carbone, azote jusqu'au néon. Ça, c'est la deuxième période. Donc, on va écrire la structure électronique de ces éléments et voir un petit peu qu'est-ce qui se remplit au cours du rempli. Quelles sont les orbitales ou bien les sous-couches qui vont se remplir dans cette deuxième période. Bon, on peut déjà conclure que il correspond au remplissage progressif des sous-couches 2s et 2p de la couche 2. Mais on va pour cela donner des exemples. Par exemple, le lithium, beryllium, bore, néon. On écrit les structures électroniques sous forme. Donc, lithium Z égale à 3, c'est 1s2, 2s1, en suivant la règle de Klichkowski. Ou bien on peut l'écrire d'une autre manière qu'on va voir par la suite, réduite, ou bien on écrit 1s2, puisque c'est l'hélium, donc on écrit l'hélium entre crochets 2s1. Le beryllium, Z égale à 4, 1s2, 2s2, ou bien on l'écrit l'hélium entre crochets 2s2. On va voir dans la suite que cette écriture, ça s'appelle la structure électronique abrégée ou bien réduite. Donc c'est la forme réduite de la structure électronique. On la voit plus simple. Comme ça nous fait apparaître les électrons externes. On va s'intéresser par aux électrons externes. Et ça, tout ce qui est là, c'est les électrons internes. Donc, vous remarquez qu'on utilise les atomes de cette colonne, qui est l'hélium, le néon, l'argon, etc. On va voir dans la suite du cours qu'ils s'appellent les gaz rares. Donc, on va utiliser dans la structure électronique sa forme réduite, les gaz rares, l'hélium, dans le cas où Z égale à 2, bon, 1s2, c'est l'hélium 2s2. Dans le cas où on dépasse 10 électrons, on va utiliser le néon. Quand on dépasse 18 électrons, on va utiliser l'argon, mais n'utilisez que cette famille dans la forme réduite de la structure électronique. Je ne dois voir aucun autre élément ici, à part ces atomes qui sont là. L'hélium, le néon, l'argon, etc. Donc pour le bore, sa structure électronique 1s2, 2s2, 2p1. Donc, pardon, 1s2, ça correspond à la structure électronique de l'hélium. Et le reste, c'est des électrons externes ou bien des électrons de valence. On va s'intéresser à ces électrons externes parce que c'est eux qui vont donner la propriété de l'élément, puisque c'est grâce à ces électrons que l'atome va faire des relations ou bien des liaisons avec le reste de la communauté du tableau périodique. Donc on doit connaître un petit peu combien on a d'électrons externes et quelle est cette structure électronique externe. Donc la même chose, configuration ou bien forme réduite de la structure électronique. Il faut se souvenir un petit peu de ces définitions. Quand on vous demande la forme réduite ou bien abrégée de la structure électronique, il faut signaler cette écriture. L'hélium 2s2 2p1. Ou pour un autre élément, ce sera le néon, une autre structure. On va voir ça dans la suite. Pour le néon, donc Z égale à 10, le dernier, il a une structure ns2 2s2 2p6. On peut l'écrire aussi sous forme de l'hélium 2s2 2p6. Donc, tout ce qui est noté ici, c'est les électrons de valence ou bien les électrons externes. Retenez un petit peu qu'est-ce que c'est électrons externes, électrons de valence. C'est ces électrons qui sont ici parce que ces électrons sont eux qui vont définir la propriété de l'atome. Donc, en fonction de ce nombre d'électrons externes, en fonction de cette écriture, on va connaître la propriété physico-chimique de l'atome. Et comme ça, on va les placer, ces atomes, s'ils se ressemblent, dans une colonne, c'est-à-dire qu'il appartient à un groupe
ou bien à une famille. Donc retenez bien, les électrons de valence, c'est ceux qui apparaissent lorsque j'écris la forme réduite de la structure électronique. 2s2, 2p1, 2s1. Donc on va passer à l'autre période, ou bien avant de passer, donc on revient au tableau périodique pour montrer un petit peu là où on est. Donc on a parlé de la première période, l'hydrogène, l'hélium. Deuxième période, lithium, beryllium jusqu'au néon. Et maintenant, on va aborder la troisième période. Ça concerne les éléments sodium, magnésium, jusqu'à l'argon. Aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore, argon. Donc toujours troisième période. Donc on donne sa définition. Ça concerne ces éléments qui sont là, sodium, magnésium jusqu'à l'argon. Donc j'écris ici dans cette partie-là la règle de Klichkovsky pour les gens qui n'ont pas encore appris par cœur la succession du remplissage, parce qu'on aura besoin, remplir l'orbital S, puis 2S, puis 2P, 3S, ça c'est la règle de Klichkovsky. Comment on distribue les électrons autour d'un atome, en fonction du nombre d'électrons d'un atome. Donc ça c'est la troisième période. Il correspond à quoi cette période? Il correspond au remplissage progressif des sous-couches 3S, 3P. Comment je sache ça? Comment je vais savoir que c'est ça, 3S, 3P? Il faut écrire la structure électronique des éléments qui sont là. Et on va voir que qu'est-ce qui va se remplir? C'est le 3S et le 3P. Donc on commence par le sodium, qui a un nombre d'électrons de 11. Donc structure électronique selon Klichkovsky. Je remplis l'orbital 1S au maximum. 1S2, il contient 2 électrons. 2S, il contient 2 électrons. 2P, 6 électrons. GA distribué 11 électrons. Je suis arrivé à 10. Puis le dernier, il est dans la sous-couche 3S. Donc la configuration électronique du sodium, sous sa forme réduite, donc j'entoure en rouge ce NS2P6, c'est le néon qui a un Z égal à 10. Donc j'écris la structure réduite néon 3S1. Donc le néon, il a un Z égal à 10. Donc je rappelle, toujours on utilise les atomes que j'ai mentionnés dans la structure électronique externe, à savoir l'hélium, le néon, l'argon, etc. C'est les gaz rares. Alors l'argon, le dernier, j'écris rapidement le dernier, l'argon, il a 18 électrons à distribuer. Je suis la règle de Klichkovsky, 1s2, 2s2, 2p6. Donc l'orbital, après une fois plein, je mets 3s au maximum 2, et il me reste 6 électrons pour arriver à 18. Ou bien sous sa forme réduite, néon, 3s2, 3p6. Donc je précise toujours les électrons de valence, 3s2, 3p6, 3s1, donc, c'est les électrons de valence ou bien les électrons externes. Et je rappelle, au cours de cette période, ceux qui se remplissent, c'est les sous-couches 3S, 3P. Je commence par 3S1 et je finis à la fin 3S2, 3P6. Donc ça, c'est la partie des gaz rares qui sera utilisée. J'ai dit que pour cette période, on utilise le néon. Parce qu'on commence de Z égale à 11, on dépasse 10. Donc, remarquez que j'utilise dans l'écriture réduite les atomes qui sont là, donc et plus précisément le néon pour la troisième période dans la structure électronique réduite. Bon, on va donner ici des exemples des éléments, structures de la troisième période. Bon, à savoir, je vais donner, donc ça c'est la troisième période. Règle de Klichkovsky l'aide pour nous aider. Donc on commence. Et ici, les éléments qu'on va utiliser pour la structure électronique externe. Donc on va commencer par l'aluminium, quelques exemples. Donc l'aluminium a 13 électrons. Je distribue en suivant la règle de Klichkovsky. NS2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Comme ça, j'ai consommé les 13 électrons. Ici, on a 10. 2 plus 1, ça fait 13. Donc on a distribué les 13 électrons. J'ai coloré ça en rouge pour vous montrer que ça correspond à quoi? Ça correspond au néon. C'est la structure électronique du néon. Et 3S2, 3P6, c'est les électrons externes. Donc ça, la structure électronique sous sa forme réduite, vous devez la présenter comme ça. Et ça, c'est la structure brute. C'est la structure quoi? 1S2, c'est la structure brute. Et ça, c'est la structure électronique sous sa forme réduite. On l'a rétréci. Plus petit. Mais plus clair. On montre qu'il y a un gaz rare ici. Et les électrons externes. Donc ça, c'est la structure électronique. Le 3S2 3P1,
c'est la structure électronique externe. C'est tout ça, bien. Mais ça, les électrons externes. Mais le néon, tout ça, c'est la structure électronique externe. Néon, 3s2, 3p1. On donne un autre exemple. Le phosphore, il appartient à la famille de la troisième période. Donc, phosphore, Z égale à 15. Distribuer les 15 électrons, ça fait le néon, 3s2, 3p5. Ça, c'est 10. Et 3 plus 2, ça fait 5. Donc, les électrons externes pour le phosphore, 3s2, 3p3. Et toujours, ça, c'est la structure électronique sous sa forme réduite. Et les électrons externes, c'est 3s2, 3p3. Alors le soufre, notre exemple, ici le soufre, Z égale à 16, distribuer les 16 électrons en suivant la règle de Klichkovsky, la même chose, ça donne la structure du néon, 10, les 10 électrons, 3s2, 3p4. So 4 plus 2, ça fait 6, et 10, ça fait 16. Structure électronique externe, néon, 3s2, 3p4. On aura besoin de cette structure électronique. Les électrons externes, ces électrons externes, parce que c'est eux qui précisent la propriété de l'élément. Parce que ces électrons, ce sont eux qui vont participer aux relations de cet atome, par exemple, ou bien celui-là, avec le monde du tableau périodique, les éléments du tableau périodique, les autres qui sont à côté. Alors, je reviens à mon tableau périodique pour préciser là aujourd'hui. J'ai étudié la première période, la deuxième période, troisième. Maintenant, on est arrivé à la quatrième période qui concerne les éléments potassium, calcium, scandium, titane, vanadium, chrome, manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, le gallium, le germanium, l'arsenic, le sélénium, le brome et le krypton. Donc tous ces éléments appartiennent à la quatrième période. On va faire la structure électronique de quelques éléments pour voir un petit peu qu'est-ce qui se remplit au cours de la distribution des électrons dans cette période. Alors ça c'est la quatrième période. On précise quelques numéros atomiques, 19 pour le potassium, 30 pour le zinc et le krypton c'est 36. Alors cette quatrième période, si on commence à écrire la structure électronique, on va remarquer que ça correspond au remplissage progressivement de 4s, de la sous-couche 4s, puis 3d, 4p, et ainsi de suite. On va donner quelques exemples. Donc selon la règle de Klichkovsky, l'orbital 4s se remplit avant 3d. Ça c'est la règle de Klichkovsky. Donc potassium, 19, on choisit le potassium, puis on va prendre le calcium, puis on va passer au scandium, et ainsi de suite. Pour les autres, on va les traiter au cours de ce cours. Donc potassium, quelle est sa structure électronique? 19 électrons à déplacer. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ça c'est plein et ça correspond à un gaz rare, un atome bien déterminé. Et 4s1 pour arriver à 19. Parce que tout ça c'est 18 et puis 4s1. Et cette partie-là, ça correspond à quoi? Donc la forme réduite de la structure électronique du potassium, on peut l'écrire sous sa forme l'argon. Donc l'argon, c'est cette structure, elle est celle-là, 18 électrons, 4s1. Et ce 4s1, c'est les électrons externes du potassium. Il a un électron périphérique. Pour le calcium, la même chose, distribue 20 électrons. Donc on commence par distribuer les 18, toujours en suivant Klichkovsky, NS2, 2p6, 3s2, 3p6, puis 4s2. Ça, c'est les électrons externes. Et cette partie-là, c'est l'argon. Donc on peut l'écrire sous forme l'argon 4s2 en écrivant la forme réduite. Puis le scandium, Z égale à 21, c'est le premier élément où ça va apparaître les orbitales D, ou bien les sous-couches D. Donc 3p6, donc jusque-là c'est 18. Pour arriver à 21, je remplis 4s2, 3d1. C'est le premier où apparaît la distribution des électrons sur les orbitales D. Par la suite, on va les appeler cette famille, la famille des métaux de transition. Donc, de Z égale à 20, 21 à 30, 21 à 30, ici, cette série, ça correspond au remplissage des 3D. Donc ici, 3D1, 3D2, et ainsi de suite, jusqu'à 3D10. Et de 31 à 36, 31 à 36, c'est les 4P qui vont se remplir. On donne un exemple, on prend un exemple ici, par exemple. Donc ça, c'est la structure réduite du scandium. L'argon 4s2, 3D1, puisque l'argon, c'est 18 électrons. Et puis le gallium, si je prends le gallium ici, c'est le 31. Sa structure électronique, c'est le premier élément. On a rempli les orbitales D, ça c'est 3D10, 4s2.
Donc je l'écris avant, sans suivre la règle de Clochkowski, on va voir parce que s'il est plein. 4P1, puis 4P2 et ainsi de suite. Donc vous remarquez ici que dans cette période, on a remplissage des orbitales 4s, 3D et 4P. Donc vous remarquez que je suis en train de déduire, en écrivant les structures électroniques, la propriété qui caractérise la quatrième période. Il n'y a rien à apprendre, vous devez simplement pratiquer la structure électronique pour essayer d'arriver à une conclusion que dans la quatrième période, il y a le remplissage des orbitales 4s, 3D et 4P. Alors, quelques remarques intéressantes dans cette période. Alors, du scandium au zinc dans le tableau périodique. Donc, si on commence du scandium ici, le zinc ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui se remplit? On vient de le voir, mais on le précise. La configuration électronique correspond au remplissage des orbitales 3D. C'est les 3D. 3D1, 3D2, 3D3 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 3D10. Et cette série, ces métaux, on les appelle, ils portent un nom particulier, c'est les métaux de transition. Et plus précisément, c'est la première série des métaux de transition. C'est-à-dire du scandium au zinc, plutôt au cuivre, ça correspond aux métaux de transition. Ce nom, il faut le retenir parce que ça porte le nom de ces éléments qui ont une particularité. Ils s'utilisent. Donc leur particularité, ils possèdent plusieurs degrés d'oxydation et ça, on va le voir dans la suite. Donc le nom méthode de transition, c'est des noms à retenir ici dans le tableau périodique. On va donner d'autres noms. C'est comme les noms de vos camarades. Vous devez apprendre 6 ou 7 noms tels que ici. Donc toute cette famille, ça s'appelle les scandium titane. Ça appartient à une famille qui porte le nom des métaux de transition qui ont la particularité d'avoir plusieurs degrés d'oxydation. Alors je reviens à mon tableau. Ça, c'est les métaux de transition. Donc on a vu la première série des métaux de transition, c'est celle qui commence du scandium jusqu'au zinc. Mais cette partie-là, cette deuxième ligne, c'est la deuxième série des métaux de transition. Et on a même la troisième ligne dans cette troisième série des métaux de transition. Les éléments ici, ils appartiennent à la troisième série des métaux de transition. Et on a la quatrième. Donc ça, c'est les métaux de transition. Donc la première série, bon, à votre niveau, vous devez s'intéresser à la première série, c'est-à-dire du scandium. Donc le tableau périodique à retenir un petit peu cette partie-là qui comporte les 4 premières périodes. Donc on va parler des autres brièvement, mais on ne va pas les parler en détail parce que ça ne fait pas partie de votre programme. Alors la règle de Clochkowski, on va donner quelques exemples. Donc je précise les éléments que j'ai besoin pour écrire la structure électronique réduite et je donne la structure de quelques éléments des métaux de transition. À savoir, le premier, c'est le scandium. Sa structure électronique, donc, c'est l'argon 4s2 3d1. Remarquez, cette écriture, donc j'écris l'argon, c'est 18 électrons ici, 18, 19, 20, 21. L'argon, et ce qui reste, c'est les électrons de valence, c'est les électrons externes. Donc, ils vont participer aux liaisons. Si jamais le scandium fait une liaison avec un autre atome, il va utiliser ces électrons externes qui sont les 4s et les 3d. Tout ça, il appartient à deux couches, mais c'est les électrons externes de cet atome. Donc, deuxième atome de la série des métaux de transition, c'est le... Donc ici, avant de passer au deuxième, remarquez qu'on peut écrire la structure sous forme 4s2 3d1, ou bien vous pouvez les trouver dans les tableaux périodiques, écrites sous la forme 3d1 4s2. Tout simplement, ici, on écrit en suivant l'ordre de Clochkowski, c'est 4s qui se remplit après le 3d, mais une fois que vous le réécrivez, il faut le réécrire par ordre de n numéro de couche croissante. Donc vous pouvez l'écrire comme ça, mais plutôt ça, c'est juste. L'argon 3D1 4S2. Ça, c'est l'ordre énergétique, mais ça, c'est l'ordre par n croissante. Donc, vous aurez besoin de réécrire ça. 3D1, je le viens. Et c'est parce qu'il appartient à la troisième couche, 4S2. Bon, on va passer à un deuxième cas, le titane 22. Si j'écris sa structure électronique, ce sera réduite, c'est l'argon, 18 électrons, 19, 20, 21, 22. Donc, tout ça en rouge, c'est les électrons externes. Vous pouvez retenir cette écriture, comme vous pouvez le réécrire comme ici, le 3D2 avant 3D2 4S2. Donc ça aussi c'est bon.
Donc vous pouvez retenir celle-là ou celle-là, toutes les écritures sont bonnes. Simplement ici, c'est classé par ordre de couche croissante. La couche 3, la couche 4. Un autre élément, c'est le vanadium. Notre exemple contient 23 électrons. Sa structure électronique réduite, c'est l'argon, 4s2 3d3. Donc ça, c'est 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je consomme les... Donc en rouge, c'est les électrons de valence ou bien les électrons externes. Donc la même chose, je vais le réécrire sous cette forme. 3d3, 4s2. Bon, ici, je vais vous montrer un petit peu l'importance de réécrire de réorganiser la configuration sous cette forme. Ça, c'est l'ordre énergétique, mais vous pouvez le réécrire ici, parce qu'après, on va vous demander, par exemple, si jamais on vous demande d'écrire la structure électronique d'un ion. Il est plus commode d'utiliser cette écriture par ordre de couche croissante. Vous allez voir à quoi ça va servir juste après. Donc ici, on va vous demander, donc ici, avant de passer, donc la structure électronique, on peut vous demander la structure électronique externe, mais sous forme de case quantique. On va l'écrire ici, sous forme de case quantique. Donc on a la couche 3D. Donc le 3D, c'est ça, il contient 5 cases. L'orbital 3D contient 5 cases quantiques. L'orbital 4s, un seul. Donc 3 électrons sur l'orbital 3D, un, deuxième, troisième, et puis les 4 F, on va mettre les 2 électrons sur la... Donc ça, ce que je viens d'écrire, c'est la structure électronique sous forme de case quantique pour les électrons externes. Donc structure électronique externe. Donc je place simplement les électrons externes. Je ne m'intéresse pas à l'argon. Donc si on vous demande tout, mais généralement on s'intéresse aux électrons externes sous forme de case quantique pour visualiser les liaisons qui existent entre les atomes. Alors là, entre parenthèses, on va traiter le cas d'un ion. Si on vous demande de chercher la structure électronique maintenant d'un ion. Donc je prends un exemple. L'ion, c'est le vanadium 3+. Alors qu'est-ce que c'est que vanadium 3+? C'est le vanadium auquel j'ai enlevé 3 électrons. Alors vous remarquez que ce Z, normalement pour l'atome, ça représente quoi 23? C'est toujours 23, 23. Parce que le Z qu'on vous a montré dans le premier cours, le chapitre 1, c'est le nombre de protons. Mais c'est aussi le nombre d'électrons dans un atome qui est neutre. Mais ici, c'est pas neutre. J'ai 23 protons, mais j'ai simplement 23 moins 3 électrons. Donc vanadium 3+, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le vanadium auquel j'ai enlevé, donc moins, ça c'est moins 3 électrons. Donc vanadium moins 3 électrons, ça donne le vanadium 3+. Donc, quelle est sa structure? Si on vous demande de chercher, d'écrire sa structure, le vanadium 3+, donc vous pouvez utiliser c'est-à-dire ces deux structures, enlever 3 électrons de celle-là ou celle-là, puisqu'on l'a déjà fait. Donc, vous commencez par l'atome, voilà sa structure, et vous enlevez 3 électrons. Donc, on va voir, est-ce que je vais me tromper ou non. Donc, si jamais je pars de là, de cette écriture, l'argon 4s2, 3, donc j'enlève 3 électrons, et qu'est-ce que j'obtiens? 4s2, 3d0. Ben, faites attention, ça c'est faux. Alors, on va montrer pourquoi c'est faux. Donc, remarquez un petit peu l'importance de l'écriture par ordre de couche croissante. Ça, c'est pas la configuration du vanadium 3+. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé des électrons de la couche 3. Alors que lorsque je veux enlever des électrons, je dois les enlever de la couche externe. Donc, il faut enlever en premier lieu, si je veux enlever, les électrons des couches externes. Alors ici, la couche externe, c'est pas le 3D, c'est le 4, la couche 4. Donc, je commence à enlever les électrons de 4, les 4s2, puis, puisque je veux enlever 3, donc j'enlève ces deux, et le troisième sera un électron 3D. Ce qui fait la bonne configuration électronique, c'est la suivante. J'enlève les deux électrons 4s et un électron 3D, et j'obtiens ma structure correcte. C'est celle qui est bon. C'est le 3D2-4S0. Donc ici, je vais détailler un petit peu. Donc si on vous demande ça sous forme de case quantique, donc ce sera donc l'orbital 3D avec ses 5 cases quantiques, 2 électrons, et l'orbital 4S vide. Donc je mets aucun électron, et ça, c'est la structure électronique externe du vanadium 3+, de l'ion, sous forme de case quantique.
Remarquez que j'ai écrit d'abord les 3D, parce que c'est la couche 3, puis la couche 4. Alors, je précise encore ici, autrement, la structure du vanadium 3+. Donc voilà le vanadium, c'est 23 électrons, 23 protons, 23 protons, ça c'est le vanadium. Donc cette structure, je peux le visualiser sous forme de couche. Le 4s2, ça c'est la couche 4, la couche 3, la couche 2, la couche 1. Donc si je veux décrire le vanadium 3+, la structure électronique, je vais enlever les 2 électrons externes et je vais prendre un autre électron de la couche, juste après la couche 3. Donc je vais, vanadium 3, c'est le vanadium moins 3 électrons. S'il reste un, il manque un S. Donc il faut enlever en premier lieu les électrons des couches externes. Les 2 électrons 4s et un électron 3d. Donc ici, je montre comment je vais enlever les électrons d'une manière plus simple. Donc j'enlève ces 2 électrons 4s et un électron de la couche 3. Ce qui fait la structure électronique du vanadium 3 sera l'argon 3d2 4s0. Ou bien sous forme de en 2d, 2 électrons sur 2d et aucun sur l'orbital 4s. Donc toujours retenir, quand je veux enlever des électrons, il faut prendre la structure électronique correcte par couche croissante et enlever les électrons, commencer par les couches externes. D'abord la couche 4, puis, donc si je veux enlever 2, je vais enlever ces deux-là. Si je veux enlever 3, je vais 2 et 1. Si je veux enlever 4, donc les 2 et 2 d'ici, et ainsi de suite. Alors je reviens, donc maintenant on a parlé des méthodes de transition, ou bien les éléments de transition à retenir. Donc on va passer à quelques exceptions, des remarques dans cette série de méthodes de transition. La structure électronique de certains éléments ne suit pas la règle de Klichkovsky. Donc vous n'avez pas 36 pour vous. Dans la quatrième période, il n'y a que 2 qui ne suivent pas la règle. C'est le chrome avec un numéro atomique de 24 et le cuivre Z égale à 29. C'est facile à retenir. C'est ces 2 éléments. On va voir pourquoi ils ne suivent pas la règle de Klichkovsky. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en écrivant la structure électronique du chrome, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque les orbitales 3d sont à moitié plein, c'est-à-dire 3d5, c'est stable. Ou bien lorsque l'orbital 3d est plein, 3d10, c'est stable. Et donc, c'est les 3d qui vont se remplir avant 4s de préférence lorsque j'ai cette situation, un 3d5, un 3d10. Donc, je reprends. Lorsque les orbitales 3d sont à moitié plein, 3d5, ou bien entièrement plein, 3d10, leur énergie devient donc plus stable. Donc, ils vont se remplir les premiers que ceux de l'orbital 4s. Et c'est donc l'orbital 3d qui va se remplir avant 4s. Il n'y a pas quelque chose de plus compliqué. Donc, dans ce cas particulier, ces 2 cas particuliers, la structure électronique ne suit pas la règle de Klichkovsky. Donc, je vais écrire ici la structure correcte et celle qui est bonne. Donc, lequel des deux on va retenir? Si j'écris la structure électronique selon Klichkovsky, c'est celle-là. C'est l'argon 4s2, 3d4. Mais lorsque j'écris ça, je dois revenir ici. Lorsque l'orbital 3d est à moitié plein, c'est plus stable. Donc, ce n'est pas celle-là que je vais retenir. Je vais mettre 3d5 et prendre un électron de 4s, c'est 4s1. Donc, la structure correcte, c'est 3d5, 4s1 et non pas 4s2, 3d au lieu de celle-là qui est fausse. La même chose pour le cuivre. Pardon. Sa structure électronique, c'est soit, selon Klichkovsky, 4s2, 3d9, mais puisque l'orbital 3d à moitié entièrement plein est plus stable, il y a un électron qui transite ici pour donner 3d10 et le 4s sera moins stable que 3d10. Donc c'est ça la structure correcte et non pas celle-là. Toujours en respectant un peu ce que je viens de dire. Donc vous avez les 2 exceptions du chrome et du cuivre à retenir. Donc ça c'est bon et ça il faut le barrer de vos têtes. Donc les 2 configurations correctes c'est celle-là et celle-là. L'orbital 3D à moitié plein ou bien entièrement plein, c'est plus stable, il se place, il se remplit en premier lieu. Donc, une explication dans le cas du chrome sera présentée ici. Donc, voilà le chrome, sa structure électronique 4s2, selon Klichkovsky 4s2, 3d4, c'est pas bon.
Donc, c'est une mauvaise configuration. Et 3D5 4S1, donc ça c'est la bonne configuration du Chrome. 3D5 4S1, c'est la bonne. Tout simplement, forme de gaz quantique parce que l'orbital D à moitié plein. Une orbitale D à moitié plein, c'est stable. C'est une situation stable. Donc, c'est ça la configuration la plus stable. Donc, lorsque les orbitales 3D sont à moitié plein, remplis, leur énergie deviendra plus stable et que sur l'orbital 4s. Et donc, c'est l'orbital 3D qui va se remplir en premier lieu avant 4s. C'est une exception de la règle de Klochkowski dans le cas du chrome et du cuivre. Alors, je vais donner quelques exemples de structures électroniques de cette famille de méthodes de transition. Comme ça, on va suivre un petit peu la distribution des électrons dans cette famille. Je commence par le premier élément de la famille de méthodes de transition, c'est le scandium. Structure électronique, c'est selon Klichkovski, 4s2, 3d1. J'ai dit, ou bien il faut le réécrire, il vaut mieux de le réécrire par n ordre de numéro de couche croissant, donc je peux le réécrire 3d1, 4s2. Les deux écritures sont correctes pour ne pas se perdre. Que vous écrivez celle-là ou celle-là, c'est bon. Z égale à 22, l'argon 4s2, 3d2, ou l'argon par ordre de n croissante. Et ça, cette écriture, vous le trouvez dans les tableaux périodiques, dans les bouquins, à l'Internet, etc. Vous trouvez toujours l'écriture qu'on écrit, c'est ça, 3D2, 4S2. C'est-à-dire par ordre de n couches croissantes. Donc, que ce soit, que vous écrivez celle-là ou celle-là, c'est bon. Pour l'élément vanadium 23, donc on vient de le réécrire, vous l'écrivez sous forme de 4s2 3d3 ou bien 3d3 4s2 et vous avez vu un petit peu l'importance lorsque vous utilisez celle-là. Si on vous demande la structure d'un ion, vous vous nous trompez, vous êtes dans la bonne voie, vous enlevez les électrons de la couche externe, vous connaissez que 4 c'est la couche externe, vous enlevez ces deux-là et un autre de là. Si vous utilisez celle-là, bon, comme ça, vous pouvez, une fois que vous voulez enlever 3 électrons, vous enlevez ceux qui sont écrits de ce côté, mais c'est la troisième couche. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise celle-là. Pour le chrome, c'est l'exception. Donc, normalement, c'est un 3D4, 4S2, mais selon Kleshkovsky, mais la plus stable, c'est celle-là. 3D5 à moitié plein. Bon, pour le manganèse, la même chose. Vous suivez la règle de Kleshkovsky sans problème. 4S2, 3D5 ou bien 3D5, 4S2. Pour le fer, la même chose. Suivre la règle de Kleshkovsky sans problème. Pour le cobalt, c'est un 3D7 4As2. Il suit la règle de Kleshkovsky. Le nickel, 3D8 4As2. Et en arrivant au cuivre, c'est une exception, puisque si on suit Kleshkovsky, on aura un 3D9 4As2. C'est pas bon. Il y a un électron qui passe à 3D pour le rendre plus stable, 3D10 4As2. Alors maintenant, on arrive à la cinquième période. Bon, ici, on ne va pas donner tous les détails. Cinquième période, ça concerne les éléments du rubidium, strontium jusqu'au xénon. Si vous écrivez les structures électroniques, on ne va pas le faire, toutes ces structures électroniques ici, donc on s'arrête pour les détails de votre partie de cours à la quatrième période. Mais si vous écrivez les structures électroniques, vous allez remarquer que ce qui va se remplir, c'est les couches 5S, 4D et 5P. Dans la sixième période, qui concerne ces éléments qui sont là, il correspond au remplissage de 6S, ici au début 6S, et après c'est les 4F, puisque là, la sixième période comporte un petit peu une portion qui est détachée. Donc après le barium, c'est le lantane, c'est là, cérium, praséodyme, néodyme, etc. Et une fois qu'on est arrivé au lithium, Lu, on revient à hafnium, tantal, tungstène, etc. jusqu'au radon. Donc la succession par numéro atomique croissant, c'est comme ça, puis on suit ça. Une fois que vous êtes au lithium, vous revenez au hafnium et ainsi de suite. Ça, c'est la sixième période. Et lorsque vous faites le remplissage, vous avez ici les 6S qui se remplissent, et puis le 4F se remplit dans cette région. Et puis après, c'est 5D et 6P. Donc, une remarque à retenir, j'en aurait besoin. Le remplissage des orbitales atomiques 4F conduit à 14 éléments. C'est ça, ici les 4F se remplissent et on les appelle cette famille, les familles des lantanides. Ça s'appelle les lantanides. Et cette famille ici, qui correspond au remplissage de Z égale à 89, à partir de Z égale à 89, ici, c'est les actinides. Donc je vais simplement donner un flash.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que cette partie, cette famille ne fait pas partie de votre programme. Mais il faut le connaître quand même, si jamais vous en aurez besoin un jour. Alors, maintenant qu'on a parlé des périodes, première période, deuxième période, troisième période, on va parler des groupes ou bien les colonnes. Les colonnes, c'est comme ça, ils se présentent comme ça. Donc, comment on définit les colonnes ou bien les groupes? Donc, les éléments qui se mettent dans un groupe, les éléments d'un même groupe, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils sont classés verticalement dans une colonne, comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est qu'ils ont le même nombre d'électrons externes. Quand j'ai parlé des électrons de valence, si vous trouvez des éléments qui s'écrivent de la même manière, donc ils ont le même nombre d'électrons de valence, donc qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ou bien ils ont la même structure électronique externe. Et s'ils ont la même structure électronique externe, puisque pour faire une liaison, c'est les électrons externes qui vont servir un atome à faire une liaison avec un autre atome, si on a deux atomes qui s'écrivent du point de vue structure électronique externe de la même manière, ça veut dire que ces deux atomes appartiennent au même groupe. Ils se comportent de la même façon. Donc, les éléments d'un même groupe, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Le même nombre d'électrons externes. Et puisque ce sont les électrons externes qui participent aux différentes relations ou bien liaisons chimiques entre atomes, les éléments donc d'une même colonne ou bien du même groupe, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils ont des propriétés chimiques voisines. C'est-à-dire s'il se comporte un élément comme de cette manière, l'autre qui appartient au même groupe, il se comporte presque de la même manière. C'est pour ça on les place dans un groupe ou bien dans une famille. Alors on commence par le premier groupe. C'est le groupe que j'appelle groupe 0 qui contient les éléments l'hélium, néon, l'argon, krypton. Et ce groupe, il s'appelle le groupe des gaz rares. Ça, c'est le nom à retenir de cette famille. Donc chaque famille porte a un nom de famille. Ici, cette famille-là, il porte le nom de gaz rare. Alors, si j'écris la structure électronique de ces éléments, l'hélium, le néon, l'argon, qu'est-ce que j'obtiens? J'observe l'hélium, NS2. Le néon, NS2, 2S2, 2P6. Ou bien je peux l'écrire, le néon, sous forme réduite, ce NS2, c'est l'hélium. Donc, c'est l'hélium, 2S2, 2P6. L'argon, c'est NS2, 2S2, P6, puisqu'on contient 18 électrons, selon Kleshkovsky. Donc, à la fin, j'ai 3S2, 3P6. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je fais d'abord le krypton. Donc, vous remarquez structure électronique externe, néon, 3S2, 3P6. Qu'est-ce que je vois ici? Les électrons externes d'un groupe. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Donc, je reviens aux définitions du groupe. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Les éléments du même, étant donné que les électrons, pardon, ils ont le même nombre d'électrons externes, donc même structure électronique externe. Les éléments d'un même groupe ont la même structure électronique externe. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Pour ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ici, 2S2, 2P6. Sur la dernière couche, ici, 3S2, 3P6. Donc ça, c'est ce que j'appelle même structure électronique externe. Alors pour le krypton, la même chose, si je l'écris, j'obtiens 4S2, 4P6. Ou bien c'est l'argon 4S2, 4P6. Qu'est-ce qu'on a de commun entre ces éléments du même groupe? La structure électronique externe. C'est 2NS2, NP6. N prend la valeur 2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6. Donc je vais signaler ça. Donc vous remarquez, je le déduis. Il n'y a rien à apprendre par cœur. Donc je dis que ce groupe-là, exception l'hélium, donc le groupe des gaz rares a pour structure électronique externe NS2, NP6, avec N soit 2, 3, 4, ça dépend de l'élément. Ou bien je peux l'écrire visuellement sous forme de case quantique. Remarquez que je case quantique parce qu'ils vont m'apparaître une propriété. 2 NS2, NP6. Donc c'est saturé. Remarquez que tous les orbitales, tous les cas sont pleins. Qu'est-ce qu'on aura de particulier, puisque ces électrons externes donnent la propriété de ce groupe? Donc s'ils ont une structure saturée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire de liaison, ils n'auront pas besoin de chercher à faire des liaisons avec le reste du tableau périodique, les éléments du tableau périodique, pour être plus stables. Donc je dis que leur couche externe est saturée. Par contre, la conséquence de ça, c'est qu'ils sont très stables.
c'est-à-dire stable à l'état monoatomique. Donc on trouve l'hélium tout seul et pas l'hélium deux fois comme H2. Le néon, il se trouve à l'état atomique. Bon, sauf des exceptions. Là, on rentre dans le laboratoire pour chercher à faire des liaisons plus particulières. Donc les couches externes, c'est saturé. Ils sont très stables, c'est-à-dire ils ne réagissent pas. Peu réactifs. Qu'est-ce que c'est que peu réactifs? C'est-à-dire ils ne vont pas se lier avec d'autres atomes, ils restent à l'état monoatomique. Donc ils ne préfèrent pas faire de liaison pour devenir stables. On va voir dans la suite que dans cette structure électronique externe, on voit des atomes qui ont des électrons célibataires qui cherchent à faire des liaisons avec d'autres atomes, alors que pour cette famille, c'est la famille qui est stable à l'état atomique. Donc on trouve ces atomes à l'état libre, que ce soit l'hélium tout seul, pas l'hélium deux fois comme H2, néon, etc. Donc on dit que ce sont des éléments qui sont peu réactifs. Il existe à l'état monoatomique. Si vous voulez, c'est comme les personnes dans la communauté des humains qui préfèrent être seuls, célibataires. Ils ne préfèrent pas faire de liaison. Pourquoi? Parce qu'il est stable dans cette situation. Donc la même chose ici, le gaz rare, il est stable dans cette situation. On va voir dans la suite que le reste des éléments du tableau périodique, ils ont tendance à être un petit peu stables, mais ils cherchent la stabilité, pas en restant tout seuls, en faisant des liaisons. Alors, on va voir ça dans la suite. Alors, je reviens à mon tableau périodique pour préciser les noms que je viens de dire. Donc ici, on vient de voir cette famille, la famille, les gaz rares, ou bien la famille du groupe 0, ou bien le groupe 5, 6, 7, 8. Alors maintenant, un autre groupe, c'est le groupe que j'appelle 1A, c'est le groupe qui contient le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium dans le tableau périodique. Ils ont une structure électronique externe NSA. Comment je le connais? Il faut écrire la structure électronique de quelques-uns pour faire apparaître NSA à la fin. Donc je commence. Lithium le plus simple. Sa structure c'est NS22S1. Ou bien je l'écris sous forme réduite. Structure électronique réduite, structure ou configuration électronique sous forme réduite. L'hélium 2S1. Pour le sodium, c'est le néon 3S1. Pour le potassium, Z égale à 19, c'est l'argon 4S1. Toujours, j'utilise les gaz rares, l'hélium, le néon, l'argon pour écrire la structure électronique externe sous sa forme réduite. Qu'est-ce que vous remarquez? 2S1, 3S1, 4S1. Donc la structure électronique externe de ces éléments, c'est NS1. Donc c'est comme ça que j'en déduis. Pourquoi c'est le groupe 1A? Le 1, ça vient de un électron, NS1. Ou bien j'écris sous sa forme générale, c'est un gaz rare, NSA. Donc vous remarquez ici, pour être stable ces éléments, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour chercher un petit peu leur propriété. Donc pour être stable, qu'est-ce qu'ils vont faire ces éléments? Si jamais ils se débarrassent de cet électron, il devient comme un gaz rare, stable. Donc on va voir dans la suite, qu'est-ce qu'ils vont préférer faire quoi? Ce sont des éléments qui vont avoir la tendance à se débarrasser de cet électron, c'est-à-dire à donner facilement cet électron pour devenir plus stable. Donc la propriété vient tout de suite. Donc sous forme de case covalente, une case S qui contient un électron. C'est le groupe qu'on appelle les métaux alcalins. Ça, c'est le nom à retenir de cette famille. C'est les métaux alcalins. C'est comme les noms de vos camarades. On a vu les gaz rares. Maintenant, c'est les métaux alcalins de structure électronique NS1. Alors ces éléments, ils ont tendance à faire quoi? À perdre facilement cet électron pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. J'ai pas dit pour devenir un gaz rare, mais pour être comme un gaz rare qui est stable. Donc ces éléments auront tendance à perdre facilement cet électron donc cet électron externe pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche pour chercher la stabilité. Donc ces éléments, ils ont tendance à donner la réaction suivante, c'est-à-dire XM donne M++ plus un électron. Exemple, le sodium, il a tendance à donner Na++ plus un électron. Se débarrasser de cet électron pour être plus stable. Donc les éléments de ce groupe sont très électropositifs. Ils ont tendance à libérer facilement, se débarrasser de cet électron pour être plus stable. Donc retenir un petit peu qu'il cherche la stabilité en libérant cet électron. L'ion Na+, il est plus stable que l'ion Na.
que l'atome Na. Donc remarquez ici qu'on est en train de chercher ou bien de retrouver la propriété de ce groupe, comment il se comporte, simplement à l'aide de la structure électronique externe. Donc on va faire la même chose pour les autres groupes. Donc ce groupe, il a tendance, pour être stable, à se débarrasser de cet électron, perdre facilement un électron. Je reprends. Pourquoi c'est le groupe 1? Parce qu'il contient un électron. Groupe 2, c'est la famille qui contient le beryllium, Mg, Ca, le strontium, le barium. Donc dans ce groupe, ils ont une structure électronique. Si j'écris la structure électronique, je vais trouver à la fin NS2, 2S2, 3S2, etc. Donc je donne quelques exemples. Le beryllium, structure avec un nombre d'électrons de 4, la structure électronique NS2, 2S2. Mg, si vous écrivez là-dessus, vous trouvez à la fin 3S2. Le calcium, vous trouvez à la fin 4S2. Sous forme réduite, c'est-à-dire c'est un gaz rare, ça c'est l'hélium, le néon, l'argon, donc c'est la structure d'un gaz rare, NS2. Donc la même chose ici, pour être stable, qu'est-ce qu'ils doivent faire ces éléments? Ils doivent se débarrasser de ces deux électrons. Si jamais on les enlève, leur enlève ces deux électrons, il devient plus stable, ça ressemble à quelque chose de gaz rare. Donc ces éléments, avec qui contient deux électrons. Donc ce groupe, il s'appelle les métaux alcalino-terreux. Maintenant, ça, c'est le nom que porte ce groupe, comme les métaux alcalins. Ici, c'est les métaux alcalino-terreux. Ils ont une structure électronique externe NS2, 2S2, 3S2, 4S2. Leur propriété, c'est quoi? Ils ont tendance à faire quoi? Ils ont tendance à perdre facilement ces deux électrons. Remarquez que je n'invente rien, je vois un petit peu la structure et je déduis. Ces éléments, ils ont tendance à perdre facilement deux électrons externes pour avoir la structure d'un gaz rare le plus proche. Donc, ils ont tendance à faire cette réaction. M donne M2+, plus 2 électrons. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour le calcium, à l'état gazeux, on le trouve généralement le calcium 2+. C'est l'ion le plus stable. Calcium 2+. C'est la raison pour laquelle vous trouvez toujours Mg2+, Sr2+. Ce sont les ions les plus stables dans le cas de ce métaux qui appartient à cette famille, ce groupe des métaux alcalino-terreux. Donc je reviens à mon tableau périodique. On vient de voir les métaux alcalins. C'est cette partie-là, exception de l'hydrogène qui ne fait pas partie. C'est un gaz. Et puis les métaux alcalino-terreux, c'est ceux qu'on vient de voir. Calcium, strontium, etc. Les gaz rares, ils sont là. Les métaux de transition. Donc un petit peu, c'est des noms à retenir dans le tableau périodique. Donc un autre tableau périodique que vous essayez de visiter après. Et on passe au groupe 3. Donc le groupe qui contient le bore, l'aluminium, le gallium, l'indium, le thallium. Si on écrit leur structure électronique, on va remarquer qu'à la fin, ça apparaît une structure électronique externe NS2NP1. On va donner quelques exemples. Par exemple, l'aluminium, Z égale à 13, donc le néon, c'est Z égale à 10. Donc c'est le néon 3S2, 3P1. Donc la structure électronique externe sera un gaz rare NS2NP1, soit sous forme de case quantique, deux électrons sur l'orbital, la sous-couche 3s, et un électron, 3p1. Donc ici, on peut déjà prévoir un petit peu pour ces éléments combien de liaisons ils peuvent faire. Donc ils ont 2 plus 1, 3 électrons externes, donc ils peuvent faire maximum 3 liaisons. 3 liaisons qui peuvent être faites entre ces éléments et le reste du tableau périodique. Ils peuvent former 3 liaisons parce qu'ils ont 3 électrons de valence. C'est ça le but de tes électrons de valence. Donc pourquoi c'est le groupe 3? Parce que c'est 2 plus 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc le A et le B, ça change selon les tableaux périodiques. Un autre groupe, c'est le groupe 4. C'est la famille qui contient le carbone, donc le carbone, le silicium, le germanium, l'étain, etc. Cette famille, si vous écrivez la structure électronique
externe, vous voyez apparaître le NS2S2, 2P2 pour le carbone, puis 3S2, 3P2, 4S2, 4P2, et ainsi de suite. Donc je vais écrire un exemple, l'exemple plus simple, c'est carbone. Si je prends le carbone 6, sa structure électronique externe, c'est l'hélium 2S2, 2P2. On remarque, donc la structure électronique externe, la structure électronique abrégée, c'est un gaz rare, selon les cas. Dans ce cas, c'est l'hélium, NS2, NP2, soit sous forme de gaz quantique. 2 électrons sur la sous-couche 2s et 2 électrons sur la sous-couche 2p. Donc ici, combien de liaisons peuvent faire ces éléments de cette sous-groupe, carbone, silicium? Ils forment un maximum de 1, 2, 3, 4 liaisons. Donc il peut former jusqu'à 4 liaisons. C'est pour ça qu'on utilise trop le carbone. On dit que le carbone est tétravalent, c'est-à-dire il peut former 4 liaisons. Pourquoi? Parce qu'il a 4 électrons externes sur sa couche externe. 4 électrons de valence, ou bien externe. Alors la famille du groupe 5, ou bien la famille de l'azote. Donc c'est l'azote, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, le bismuth. Si on écrit les structures électroniques ici, on voit apparaître à la fin NS2, NP3. Donc on donne un exemple simple. Donc si on prend le phosphore, par exemple, le phosphore Z égale à 15. Alors en ayant 10 électrons, puis 3S2, 3P3 pour arriver à 15. Donc structure électronique externe, NS2, NP3. Si vous écrivez celle de l'arsenic, vous trouvez 4S2, 4P3. Ici, 5S2, 5P3 et ainsi de suite. Donc, structure électronique externe sous forme de gaz quantique sera la suivante. 3S sous forme de gaz quantique et le 3P. Distribuer les électrons sur les couches de cette manière en respectant les règles qu'on a signalées, les règles de remplissage. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Si je prends un des éléments de sous-groupe, c'est le groupe 5. Pourquoi? Parce que j'ai 3 plus 2, 3 plus 2, ça fait 5 électrons de valence. Combien de liaisons ils peuvent faire au maximum les atomes qui sont dans ce groupe? Ils peuvent faire jusqu'à 3 plus 2, 5 liaisons. 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. Mais ils peuvent faire moins de 5. Donc, ils peuvent former jusqu'à 5 liaisons. Et on profite une fois arrivé là pour montrer quelques molécules, diagramme de Lewis de quelques molécules. C'est la formation de molécules. Donc, en ouvrant une parenthèse pour montrer la formation des liaisons, puisque jusqu'à présent, on parle d'atomes tout seuls, mais les atomes, généralement, ils se trouvent associés à des liaisons avec d'autres atomes, donc à d'autres liaisons. Donc, il y a des liaisons dont NH3 qu'on va visualiser sur le slide suivant. Donc, le diagramme de Lewis, donc on vous demande, c'est un exercice, déterminer le diagramme de Lewis de la molécule NH3. Alors, pour cela, par quoi vous allez commencer? Alors, déterminer. Donc, j'ai dit que pour expliquer tout ça, on a besoin de la structure électronique. Donc, on aura besoin de la structure électronique de l'azote, l'atome central, puis la structure électronique de l'hydrogène, des 3 hydrogènes, et puis chercher à faire la liaison. Donc, l'azote, il contient 7 électrons. Sa structure électronique, c'est l'hélium 3s2-3p3. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Les électrons externes dans l'azote. Parce que les électrons externes, ce sont eux qui vont faire la liaison. Je ne m'intéresse pas à ces deux électrons, parce que ce sont des électrons internes. Donc je m'intéresse aux électrons externes, c'est les 2s2 de P3, ce sont eux qui vont former les liaisons, ou bien faire les relations entre cet atome et le reste des atomes du tableau périodique. Donc, c'est écrit la structure, je vais le visualiser sous forme de case quantique. Donc 2s2 de P3, sous forme de case quantique, 2 électrons et 3 électrons 3p. Donc ça, c'est la structure électronique de l'azote. 2s2 de P3. Je m'intéresse simplement aux électrons externes qui vont faire la liaison. Ça, je ne m'intéresse pas à ces deux qui sont là, internes. Puis je vais visualiser les structures électroniques des 3 hydrogènes. Donc j'ai 3 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène possède un électron. Donc il sera caractérisé par une case quantique, un électron. Une case quantique, un électron. Une case quantique contient un électron.
Et maintenant, pour former les liaisons, suivez un petit peu l'astuce. La mise en commun. Je vais mettre en commun cet électron célibataire de l'hydrogène avec cet électron célibataire de l'azote. Je vais former la liaison qui se forme par ces deux électrons. La mise en commun de cet électron avec cet électron célibataire de l'azote va faire la deuxième liaison, et la mise en commun de cet électron de l'hydrogène avec cet électron célibataire de l'hydrogène va faire la troisième liaison. Donc, la mise en commun de deux électrons célibataires à retenir de chaque atome donne lieu à une liaison simple. Donc, je vais le visualiser ici par la mise en commun avec cette flèche. Mise en commun des deux électrons célibataires va former la première liaison. La mise en commun des deux électrons célibataires ici va faire la deuxième liaison. La mise en commun de ces deux électrons va faire troisième liaison. Donc j'ai combien? J'ai trois liaisons NH, NH, NH. Que je vais visualiser ici, les liaisons par des traits. Donc NH, trois liaisons NH. Et qu'est-ce que j'ai signalé, souligné ici? Un trait. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous remarquez? Ces deux S2, est-ce que ce sont des électrons externes? Oui. Ils participent aux liaisons, ils participent à la géométrie de la molécule. Donc, ces deux électrons, ils ne sont pas engagés. Je dis que ce sont une paire d'électrons. Ces deux électrons, c'est une paire libre. Paire, c'est deux électrons libres. Donc, je vais les visualiser par la suite. Donc, ici, je signale un électron de l'azote et un électron de l'hydrogène va former la première liaison. Un électron de l'azote et un électron de l'hydrogène vont former la deuxième liaison. Un électron de l'hydrogène et un électron de l'azote va former la troisième liaison. Et qu'est-ce que j'ai? Donc, je n'ai pas encore terminé mon explication. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça. Il me reste les deux paires libres. C'est ces deux paires libres qui sont là. Je vais les visualiser par un trait ici. C'est la paire libre sur l'azote. Donc, dans le diagramme de Lewis, qu'est-ce que j'ai? Trois liaisons NH et une paire libre qu'il ne faut pas oublier dans le diagramme de Lewis. Donc dans NH3, il y a trois liaisons simples et une paire libre, c'est celle-là qui est là. Donc le diagramme de Lewis sans faire apparaître, faites attention, les paires libres, c'est pas correct. Donc on aura l'occasion de voir d'autres exemples sur d'autres molécules. Ici j'ai choisi N parce que je suis dans le groupe de l'azote. Donc ça c'est une paire libre visualisée par un trait. Alors passons maintenant au groupe 6. C'est la famille qui contient l'oxygène, le soufre, le sélénium, le tellure, le polonium, etc. Donc cette famille d'oxygène s'appelle, il porte un nom, c'est les chalcogènes. Ou bien c'est la famille de l'oxygène, comme vous voulez. On l'apprend par famille d'oxygène ou bien les chalcogènes. Si vous écrivez les structures électroniques, ça va apparaître la structure électronique externe qui caractérise le groupe. C'est NS2NP4. Remarquez, 4 plus 2, ça fait 6, c'est le groupe 6. Donc je donne un exemple c'est l'oxygène le plus simple, 8 électrons. Structure électronique, c'est NS2, c'est l'hélium, 2S2, 2P4. Si vous faites le soufre, ça va être 3S2, 3P4. Celui-là, 4S2, 4P4. Donc ça, c'est la structure électronique externe. Donc structure électronique externe sous forme de case quantique. Donc c'est 2 électrons, 2S. Et 4 électrons. Donc j'ai 4 électrons, 4p. Donc ça, c'est la structure électronique. Donc en regardant un petit peu ça, cette structure sous forme de case quantique, ça c'est la structure électronique externe sous forme de case quantique. Qu'est-ce que je remarque? Pour être stable, cette famille, qu'est-ce qu'il doit faire pour être plus stable? Il lui faut 2 électrons. Si jamais on leur donne 2 électrons, ils sont saturés. La couche externe est saturée si jamais il capte 2 électrons. C'est la raison pour laquelle, sous toute cette famille, il a tendance à faire quoi? À capter 2 électrons pour être plus stable. Donc on écrit sa propriété, donc on n'invente rien du tout, on remarque un petit peu ce qui se passe et on cherche les phrases. Les éléments de ce groupe ont tendance à faire quoi? À capter facilement 2 électrons pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Donc c'est la réaction X plus 2 électrons pour donner X2. L'exemple de l'oxygène, il a tendance à capter 2 électrons pour devenir O2-. Et le O2-, vous avez 2 électrons ici, c'est plus stable.
que O. Alors, profitons ici pour faire le diagramme de Lewis d'un atome qui contient de cette famille. Donc, prenons H2O, puisqu'on doit faire. Donc, c'est un exercice et en même temps, on pratique un petit peu les éléments de cette famille. Alors, pour faire le diagramme Lewis de cette molécule d'eau, il faut faire la structure électronique de l'atome central, l'oxygène. Donc, NS2-2P4. Je l'écris sous forme réduite pour faire apparaître les électrons externes ou bien de valence qui vont participer aux liaisons, 2S2-2P4. Et surtout, donc ça c'est les électrons externes ou bien les électrons de valence. Je m'intéresse à ces deux électrons, je vais les écrire sous forme de case quantique. Donc remarquez que je m'intéresse à ces électrons de valence, pas aux électrons de cœur. 2S2-2P4, je les écris sous forme de case quantique. Deux électrons sur 2S et 4 électrons sur 4P. Donc, ici, combien j'ai d'atomes d'hydrogène? 2. Donc, je vais écrire les atomes d'hydrogène et leur structure. Donc, j'ai un atome d'hydrogène contient un électron, 1s1. Deuxième atome d'hydrogène, 1s1. Donc, la même chose que, comme on a vu précédemment, la mise en commun de deux électrons célibataires, de l'hydrogène, de l'oxygène, va donner lieu à une liaison. La même chose, mise en commun ici, va donner lieu à une liaison. Donc, j'active l'animation. La mise en commun de deux électrons célibataires de chaque atome donne lieu à une liaison. Donc, c'est celle-là. Voilà la mise en commun de cet électron avec celui-là. Celui-là avec celui-là, ça va donner deux liaisons OH, OH. Liaison simple. Donc, deux liaisons OH. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ces deux-là. Ils font partie des électrons externes. Ils doivent apparaître dans le diagramme de Lewis. Ça fait les paires libres. Combien j'ai de paires libres? 1, 2. Ce sont des paires qui n'ont pas été engagées d'une manière directe dans les liaisons dans H2O. Donc, je vais visualiser la molécule de cette manière. J'ai OH, deux liaisons simples, OH, OH. Donc, un électron de l'oxygène et un électron, je fais un petit peu l'animation avec les couleurs, et un électron de l'hydrogène. La même chose, ils font deux liaisons OH. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Les paires libres. Donc, une paire, deux paires libres sur l'oxygène. Je dois les visualiser ici. Donc, la première, ces deux électrons, d'où est-ce qu'ils viennent? Et ces deux électrons, d'où est-ce qu'ils viennent? Donc, les deux électrons qui sont là sont les deux qui sont le 2s2. Et par exemple, ces deux-là, ils font les deux électrons de P, les paires d'électrons. Ce qui fait, donc ça, c'est le diagramme de Lewis de H2O que je représente ici d'une manière plus claire. Donc OH, OH avec en rouge les paires libres. Ces deux paires libres. Donc ça, c'est le diagramme de Lewis. Ne pas oublier une chose. Dans le diagramme de Lewis, il faut faire apparaître les paires libres. Sinon, ce n'est plus un diagramme. Donc, j'ai deux liaisons OH, mais j'ai deux paires libres qui apparaissent ici pour se souvenir que ces deux électrons, ce sont des électrons de valence. Ils doivent apparaître ici dans la formation de la molécule. Alors, profitons pour faire la même chose, la molécule, le diagramme de Lewis de l'oxygène, O2E2, puisqu'elle appartient au même groupe. Alors, l'oxygène 2S2 P4, donc je prends la structure sous forme de case quantique, et j'ai un deuxième oxygène. Je fais sa structure sous forme de case quantique. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? La mise en commun, donc deuxième oxygène, mise en commun des électrons célibataires va faire première liaison, deuxième liaison. Donc, première liaison. Cet électron célibataire de l'oxygène 1 avec celle de l'oxygène 2 va former la première liaison, et celle-là, deuxième liaison. Ce qui fait, je vais écrire deux liaisons, je vais faire apparaître deux liaisons oxygène-oxygène sous cette forme, donc les deux traits. Voilà un trait et un trait, les deux liaisons. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah ben, il me reste les paires libres. Je n'ai pas encore visualisé les paires libres. Et les paires libres, ça font partie des électrons de valence externes. Donc, il faut le visualiser. Donc, sur cet oxygène, j'ai cette paire libre et cette paire libre. Donc, je vais visualiser une paire comme ça, une paire d'électrons ici et une autre. Les deux qui sont là, ils vont se mettre sur celui.
Donc vous suivez avec moi l'animation, vous avez deux paires d'électrons libres sous chaque oxygène, ce qui fait, vous avez ces deux-là qui vont apparaître sous forme d'un trait, et les deux qui sont là vont apparaître sous forme de ce trait, et les deux qui sont là, je vais les mettre ici, et les deux électrons ici, c'est la paire, la dernière, c'est la paire ici. Et ici, j'ai le diagramme Lewis de l'oxygène O2 qui aura cette forme. Bon, je passe au groupe 6, 5 plus de 7. 7. C'est la famille donc, qui contient le fluor, le chlore, le brome. Alors cette famille, si vous écrivez la structure vous allez observer qu'à la fin, si on écrit quelques structures, on voit à la fin va apparaître NS2NP5. Donc vous écrivez la structure du fluor, du chlore, du brome, ça va apparaître la même chose que précédemment. Donc cette famille, il s'appelle la famille des halogènes. Donc sa structure électronique sous forme de gaz quantique, vous le voyez ici. Qu'est-ce que je dois prévoir pour cette famille? Comment il va se comporter? Vous voyez, pour être stable, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un électron. Donc c'est la famille qui a tendance à chercher quoi? À chercher à capter un électron pour être plus stable. Donc toute cette famille, ils ont tendance à capter facilement un électron pour avoir la structure électronique stable. Donc ces éléments ont tendance à capter facilement un électron pour avoir la structure électronique du gaz rare le plus proche. Ce qui fait, si je prends par exemple le chlore, il a tendance à capter un électron pour donner Cl-. Les éléments de ce groupe, on dit qu'ils sont très électronégatifs, c'est-à-dire c'est la tendance à attirer les électrons, très électronégatifs. Bon, ici, j'ai signalé la structure électronique du chlore comme exemple, c'est 3s2, 3p5. Donc la même chose, puisqu'on est dans ce groupe, on peut traiter un diagramme de Lewis d'une molécule qui concerne ce groupe. Mais avant de passer, revenons à notre tableau périodique pour apprendre le nom qu'il faut retenir. Les métaux alcalins en rouge, sauf l'hydrogène. Les métaux alcalino-terreux, c'est cette famille qui est là. Ici, c'est les éléments de transition. Je reviens ici, c'est les gaz rares, l'hélium, le néant, l'hélium, néant, argon. Et les halogènes qu'on vient de voir, le fluor, le chlore, etc., c'est la famille des halogènes. Alors, un diagramme de Lewis de la molécule connue, c'est HCl, si on vous demande diagramme de Lewis. Donc la même chose, vous écrivez la structure électronique du chlore, celle de l'hydrogène, cherchez à faire la mise en commun des électrons célibataires pour faire apparaître les liaisons simples. Ici, il y a des paires d'électrons libres. Alors le chlore, 3s2,3p5 à la fin, c'est les électrons qui m'intéressent, les électrons externes. Je les visualise sous forme de case quantique. 3s2, 3p5. Et l'hydrogène qui contient un électron, H. Donc la mise en commun de cet électron célibataire de l'hydrogène avec l'électron célibataire du chlore va faire une liaison HCl. Voilà la liaison HCl. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste les trois paires libres. Ils sont sur quel atome? Ils sont sur l'atome de chlore. Donc la mise en commun des deux électrons célibataires donne lieu à une liaison CH, c'est celle qu'on a fait ici. Et qu'est-ce qu'il reste ici? Pour déterminer le diagramme de Lewis, il faut faire apparaître la paire libre qui est là. La paire libre ici, ils sont au nombre de combien? 1, 2, 3. Bon, on va les visualiser sur le chlore. Voilà la première. Bon, ça c'est la liaison simple, HCl, un électron de l'hydrogène et un électron du chlore. Et puis les trois paires libres, voilà la première, visualisée en animation de cette manière. Deux électrons qui font une paire libre. Donc j'ai utilisé celle-là, il faut utiliser les deux autres. La deuxième, celle-là, on va le faire apparaître ici, les deux électrons qui vont faire une paire, et il me reste celui-là qui va faire la troisième paire d'électrons sur l'atome de chlore. Donc ce qui fait, on a une liaison simple et trois paires libres. Trois paires libres. Puis on va le visualiser plus correctement ici. H, liaison Cl, et ce qui est en rouge, les traits en rouge, c'est les paires libres sur l'atome de chlore. Donc, j'ai vu qu'on a fait pas mal d'exemples sur ce diagramme de Lewis. Vous pouvez visualiser ce diagramme de Lewis sans problème sur d'autres molécules.
Alors maintenant, on va analyser dans cette partie, on va signaler quelques propriétés, évolution de quelques propriétés physiques des éléments de table périodique, à savoir, on commence par l'énergie d'ionisation. Qu'est-ce que c'est que l'énergie d'ionisation? Ou bien il est appelé potentiel d'ionisation, P.I. C'est l'énergie nécessaire, ou bien qu'il faut fournir pour arracher un atome, un électron, un atome à l'état gazeux. Donc X à l'état gazeux, si je lui fournis cette énergie PI, je lui arrache un électron. Ça, c'est le potentiel d'ionisation ou bien l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie qu'il faut fournir à un atome à l'état gazeux pour lui arracher un électron. Maintenant, ce qui nous intéresse, en se déplaçant dans une période ou dans un groupe, comment évolue cette énergie? Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? C'est ce qu'on va analyser sur ce slide suivant. Donc, dans une période, lorsqu'on se déplace sur une période, par exemple une période lithium, beryllium jusqu'au néant, je choisis cette période. Qu'est-ce qu'il va faire l'énergie d'ionisation? Est-ce qu'il va augmenter dans ce sens ou bien elle va diminuer? C'est-à-dire, l'énergie nécessaire pour arracher un électron au lithium, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que celui nécessaire pour arracher un électron au néant? Bah, ça paraît plausible. La solution, c'est que le néant, c'est un gaz qui est rare, qui est stable, structure électronique stable. Pour lui arracher un électron, il faut fournir beaucoup d'énergie, comparé au lithium. Le lithium, c'est quelqu'un qui peut libérer facilement son électron. Donc on prévoit qu'est-ce qui se passe. L'énergie d'ionisation potentiel pour arracher l'électron au lithium, il est plus petit, donc il augmente le potentiel d'ionisation, plus petit comparé à ce néant, celui du néant. Mais on va suivre d'autres explications. L'énergie d'ionisation augmente avec le numéro atomique de gauche vers bas, car la force d'attraction noyau-électron. Bon, ici, on visualise l'évolution de l'énergie d'ionisation en électron-volts en fonction du numéro atomique. Qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, c'est-à-dire c'est plus difficile d'arracher un électron néant parce qu'il faut fournir une énergie aux alentours de 23 électronvolts pour arracher un électron néant, alors que pour le lithium, c'est presque 5, 6 électronvolts pour lui arracher un électron. Donc ça augmente globalement sauf des irrégularités. Donc le potentiel d'ionisation augmente dans une période. Pourquoi? Parce que dans une période, qu'est-ce qui se fait? Il y a le Z qui augmente, la force, la charge du noyau augmente, c'est-à-dire l'attraction. Cet électron, il est plus attiré dans quel cas, ici ou là? Bah, c'est dans le dernier qui la force elle est plus grande. La force, donc la force d'attraction noyau-électron, symbolisée par cette flèche, c'est plus grande ici. Donc c'est plus difficile d'arracher cet électron à cet atome que à celui-là. Donc la force augmente dans le même sens qu'il y a à la fois augmentation de la charge du noyau et diminution du rayon, une diminution du rayon de l'atome. Donc la force augmente avec Z puisque le rayon diminue. On peut chercher une autre explication dans ce slide, plus facile. Donc potentiel d'ionisation, si on choisit un petit peu ça, qu'est-ce qu'on facilement on peut dire qu'il est plus facile d'arracher un électron au lithium qu'au néant. Pourquoi? Parce que le lithium il a tendance à perdre facilement son électron. Donc force d'attraction noyau-électron, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente ici. Mais surtout, le lithium, il a tendance à perdre facilement son électron. Donc l'énergie fournie ici est faible, comparée à celle qu'on doit donner, qu'on doit fournir au néant pour lui arracher un électron parce qu'il est plus stable. Donc c'est plus difficile d'arracher un électron au néant que de l'arracher au lithium. Donc dans une période, le potentiel d'ionisation, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, c'est-à-dire le potentiel ici du néant, il est plus grand que celui du lithium. Donc l'énergie nécessaire pour arracher un électron au néant est plus grand comparé à celui du lithium. Sur cette figure, on représente l'énergie de première ionisation en fonction de Z pour différentes périodes et on remarque un petit peu comment il augmente. Dans une période, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente du lithium vers le néant. Mais dans un groupe, qu'est-ce qu'il fait? Si je prends ce groupe néant, argon, c'est plus facile d'arracher un électron au xénon que celui du néant. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans un groupe? Il diminue ce potentiel d'ionisation alors qu'il augmente avec Z dans une période. Donc, dans une colonne, au groupe, l'énergie d'ionisation diminue, ce qu'on vient d'expliquer. C'est-à-dire en partant lithium, sodium, potassium, ici,
lithium, sodium, potassium, qu'est-ce qu'il fait l'énergie d'ionisation? Il diminue. C'est plus facile d'arracher un électron à césium qu'au lithium. Pourquoi? Parce que l'électron ici, il est plus loin du noyau, il est moins attaché, donc on peut facilement arracher cet électron comparé à celui-là du même groupe, à celui de l'électron du lithium. Donc l'énergie d'ionisation diminue de haut en bas, car la distance qui sépare le noyau de l'électron augmente d'une période à l'autre. Alors ici, on va parler un peu on a toujours parlé de première ionisation, premier électron qu'on arrache, mais un électron, il y a autant d'électrons qu'au potentiel d'ionisation. Donc, pour certains atomes, on peut avoir l'énergie de première ionisation qu'on note Pi indice 1, ou bien l'énergie de deuxième ionisation, P indice 2. On va les comparer comme ça, ici, pour trouver une explication à ces valeurs qu'on obtient ici. Donc, lithium donne Li+. C'est la première ionisation du lithium. L'énergie nécessaire pour fournie au lithium pour lui arracher le premier électron, il est de 5,4 électronvolts. Donc ici, on passe d'une structure NS2,2S1 à une structure NS2. Alors que si on veut arracher l'électron à Li+, qui est une structure NS2, le deuxième électron, il faut fournir 75 électronvolts par atome. Donc c'est très énorme. Pourquoi? Alors l'explication tout court, on l'explique par la structure électronique. Qu'est-ce que vous voyez ici? NS2, c'est stable. C'est la structure électronique d'un gaz rare, qui est l'hélium. Donc pour lui arracher cet électron, il faut fournir beaucoup d'énergie. Donc la raison pour laquelle c'est plus facile d'arracher un électron au lithium, c'est un alcalin, facile à arracher le premier électron pour être stable, mais une fois qu'il est stable, c'est difficile de lui arracher l'électron. Il faut fournir 75 électronvolts comparé à 5. Donc le deuxième potentiel d'ionisation est supérieur, très supérieur au premier potentiel pour Li+, car Li+, possède la configuration électronique d'un gaz rare. Il ne devient pas un gaz rare, mais il devient stable comme un gaz rare, qui est l'hélium. Donc il est plus facile d'arracher un électron à Li qu'à Li+. Une autre propriété utilisée dans le tableau périodique, c'est l'affinité électronique. Qu'est-ce que l'affinité électronique? Et on le note A, il mesure l'énergie libérée par un atome gazeux quand il capte un électron. Ça correspond à cette réaction. Donc c'est l'énergie dégagée lorsque un électron capte un électron. À cause de leur structure électronique externe, donc les halogènes NS2NP5 ont une grande affinité électronique. On donne l'exemple ici du chlore. Donc autre chose à connaître comme propriété, c'est l'électronégativité. Qu'est-ce que ça représente l'électronégativité? C'est la tendance d'un atome engagé dans une liaison covalente à attirer vers lui le doublet électronique. Donc si j'ai deux atomes ici qui sont identiques, AA, le doublet il est entre les deux. Si j'ai un atome A et un atome B, avec le A qui est le plus électronégatif, il a tendance à attirer vers lui le doublet d'électrons. Donc il est attiré vers A, donc je dis que A est plus électronégatif que B. Donc l'électronégativité, c'est l'aptitude d'un atome à attirer le doublet d'électrons d'une liaison vers lui. Donc l'électronégativité, en général, on ne peut pas le mesurer, lui donner une valeur correcte, mais simplement il se définit, on définit une échelle qui permet de comparer les atomes, les électronégativités des différents atomes. Il y a plusieurs échelles comparées par rapport à notre. Donc on donne un exemple ici. Dans cette courbe, on affiche les variations d'électronégativité avec Z. Qu'est-ce qu'on remarque? Du lithium au fluor, qu'est-ce qu'il fait l'électron? Il augmente. C'est-à-dire le fluor, c'est le plus électronégatif. Ici, si je compare dans un groupe, fluor, chlore, brome, le fluor, c'est toujours le plus électronégatif. Donc l'électronégativité, qu'est-ce qu'il fait dans un groupe? Il diminue. Il augmente dans une période, mais il diminue dans un groupe. Bon, ça, c'est des tableaux périodiques que je vous laisse le temps de visiter. Et je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance de travaux dirigés.